Bienvenue dans ce 73e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et aujourd'hui il y a des chances que je te dise des bêtises pour plusieurs raisons. La première raison c'est que ça fait partie de ces jours maudits où on se couche trop tard, on se lève trop tard, on a mal dormi et donc on a la tête là où tu penses. Et j'ai décidé quand même de faire le podcast au réveil, ce qui n'était pas forcément l'idée du siècle. Donc si à un moment j'ai ma voix qui déraille ou si à un moment je pars un peu en cacahuète, tu t'inquiètes pas. Et puis la deuxième raison c'est que je vais parler d'un sujet qui est totalement émotionnel, qui frôle l'absurde chez moi, puisque j'ai développé une maladie en termes d'addiction pour cette marque qui est Apple, et tu le sais, je suis un peu débile avec ça, et donc je vais totalement prendre parti, et mon avis sera pas du tout impartial. Bon, le but de cet épisode, c'est pas de faire une guéguerre, c'est pas de comparer, c'est pas de dire Apple est mieux que les autres. Le but de cet épisode, c'est d'essayer d'analyser la marque Apple, d'essayer d'analyser pourquoi c'est une marque iconique, parce que on peut adorer ses produits ou détester ses produits, on peut adorer son marketing ou le détester. Personne peut nier qu'Apple est une marque iconique. Apple est une marque qui a passé l'épreuve du temps. Apple est une des marques les plus fortes du monde. Et Apple est une des marques qui a le plus de valeur aux yeux de ses utilisateurs au monde, et ça c'est un fait. Et donc qu'on l'aime ou qu'on la déteste, et souvent d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle on la déteste, c'est parce qu'on l'associe à une sorte de mouvance un peu mainstream, et puis en plus on trouve que c'est trop cher. Et donc j'ai essayé d'analyser les raisons pour lesquelles c'est une marque iconique. En fait, en vrai, ça fait des années que je les analyse parce que j'adore cette marque et parce que ça me fascine la façon de laquelle cette marque a réussi à avoir cet impact émotionnel sur tant de gens. Et donc, c'est amusant parce qu'en analysant cette marque, j'ai découvert plein de patterns, plein de schémas qui peuvent être reproduits par nous. Et là, tu vas te dire, mais attends, mais quel rapport entre moi, petit youtubeur ou petit blogueur francophone, et cette énorme multinationale américaine? Il y en a pas vraiment, mais j'ai compris un truc, c'est que le branding, l'esprit de marque, c'était quelque chose de plus ou moins universel, et ça dépendait pas vraiment de la taille de ta boîte, ça dépendait pas vraiment de ta nationalité, ça dépendait pas vraiment de tout ça. C'est quelque chose d'assez universel puisque ça utilise des grands principes, et je voudrais qu'on les voit dans ce podcast. Quels sont ces grands principes et qu'est-ce qui fait la différence entre une marque comme Apple, qui est une marque qui déchaîne les passions positivement ou négativement, mais qui est en tout cas une marque iconique, et une marque comme LG par exemple, où tout le monde s'en fout plus ou moins, tu vois, personne va cracher sur LG ou les aduler, tu vois, personne va faire la queue devant un magasin LG quand il y a un nouveau LG qui va sortir, personne va couvrir les keynotes, les conférences d'LG sur son blog pendant 10 jours en étant complètement excité, personne va se battre pour avoir des rumeurs du prochain téléphone LG, et pourtant Apple, il y a tout ça, et j'ai essayé de comprendre pourquoi, et on va voir comment tu peux appliquer ça à ton petit business, à toi, à ton échelle, en tant que petit indépendant français qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Alors, première chose, donc j'ai trouvé 7 choses, alors il y en a peut-être plus, mais j'ai trouvé 7 choses qui pour moi sont particulièrement importantes dans l'image de marque que transmet une marque comme Apple. La première chose, c'est l'histoire fondatrice, ensuite on a les grandes valeurs, ensuite on a la communauté, ensuite on a l'aspect graphique, la charte graphique, ensuite on a le vocabulaire, ensuite on a les produits, et ensuite on a le positionnement. Premièrement, tu as l'histoire fondatrice. Il y a carrément un bouquin qui a été fait qui raconte la biographie du fondateur d'Apple, qui est un bouquin qui est assez fascinant, qui s'appelle Steve Jobs, tout simplement, que j'ai lu il y a quelques années quand il est sorti. T'as pas de bouquin qui raconte l'histoire du fondateur coréen de la marque LG, enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et ce bouquin a vraiment, est une aventure en fait. C'est un peu, tu peux le lire comme un livre d'aventure, puisque tu vois l'histoire d'un mec un peu tout seul qui s'appelait Steve Jobs, qui était un peu hippie, qui a décidé de monter une entreprise d'ordinateurs avec son pote, et ils ont commencé à faire des ordinateurs dans son garage et à les revendre pour gagner un peu d'argent, puis ils en ont fait de plus en plus gros, puis ils l'ont présenté à un salon, puis ça a plu, puis ils en ont fait des encore plus gros, puis ils sont devenus une grosse boîte assez vite. Ils ont connu un point culminant, et puis Steve Jobs était tellement insupportable qu'il s'est fait virer de sa propre boîte, puis il est revenu 10 ans plus tard, et là il a fait d'Apple ce qu'est Apple aujourd'hui, c'est-à-dire une marque vraiment iconique et là pour durer. Et cette histoire, c'est l'histoire fondatrice d'Apple, et ce que tu remarques, c'est que cette histoire fondatrice, tu la retrouves dans les valeurs de la marque. Et c'est le deuxième élément qui est propre à Apple, c'est que c'est une marque qui a des valeurs qui sont fortes, et que surtout, c'est pas le genre de valeurs que tu vas simplement voir sur le site web pour faire joli. C'est des valeurs qui véritablement sont inscrites dans la façon dont la marque
produit ses produits, dans la façon dont la marque communique et dans la façon dont la marque vend, mais aussi à l'intérieur même des produits. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont propres à Apple depuis maintenant plus de 20 ans, presque 20 ans, disons depuis le retour de Steve Jobs, et c'est des valeurs qu'on reconnaît à l'intérieur même des produits de la marque. C'est pour ça que ces valeurs sont tant que ça intégrées. Alors les valeurs d'Apple, ça va être par exemple le souci du détail, ça va être l'importance accordée au design, ça va être l'intransigeance aussi dans les choix, la radicalité. C'est quelque chose qu'on a souvent vu quand Apple par exemple a abandonné le port jack récemment sur les iPhones. C'est un choix qui est radical. Quand Apple a décidé sur ses MacBooks de mettre plus que des ports USB-C et de supprimer tous les autres prises, quand Apple a décidé de supprimer le lecteur CD avant tout le monde dans ses ordinateurs, quand Apple a décidé précédemment de supprimer le lecteur disquette dans ses ordinateurs, tout ça c'est des choix qui sont radicaux, c'est des choix qui ont fait polémique et c'est ce qui caractérise Apple. Apple a toujours aussi été, et malgré le fait qu'aujourd'hui ce soit une des premières entreprises au monde, a toujours réussi à rester un outsider. Où est-ce que tu vois qu'Apple a un outsider ? Par exemple, ils vont jamais rejoindre les salons où là où il y a tout le monde, ils vont jamais être là où il y a tout le monde. Tu verras jamais Apple au CES, au CES ou alors au Mobile World Congress, tu vois, qui sont des grands congrès de technologie. Apple préfère créer ses propres trucs, ses propres événements, et Apple s'est toujours démarqué en tant que outsider puisqu'ils ont toujours un peu créé leur mouvement de leur côté sans trop tenir compte de la concurrence, même si c'est quelque chose qui change un petit peu avec le temps. Et puis, bien sûr, l'innovation et d'une certaine façon le courage par justement ces choix qui sont radicaux et qui vont faire polémique. Donc ça, c'est les grandes valeurs qu'on retrouve chez Apple et ces valeurs-là, on les retrouve aussi à l'intérieur même des produits. Et de la même manière, pour nous qui sommes créateurs de contenu, c'est important de savoir raconter notre histoire fondatrice et de sortir de cette histoire des grandes valeurs. Et je suis convaincu que c'est vraiment quelque chose de personnel et beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi, mais personnellement je suis convaincu que de la puissance de l'individualité. Et je pense que les grandes œuvres ou les choses qui ont vraiment du caractère sont des choses qui ont été créées par une personne seule. Et ce qui est formidable et ce qui est incroyable, c'est que justement dans ces grandes valeurs que porte Apple, il y a avant tout les valeurs d'une personne qui était Steve Jobs. Et si Apple aujourd'hui arrive à continuer sur sa lancée et à être toujours une des premières entreprises au monde en termes de capitalisation boursière par exemple, c'est parce que justement Apple a su garder cet esprit de Steve Jobs. Apple a su garder la flamme. Et la difficulté quand on passe de petites startups à grosses entreprises, ou la difficulté quand on embauche des salariés, c'est de réussir à faire passer cette petite flamme qui appartient à une personne, de la faire passer chez les employés et chez les autres personnes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour une grosse boîte. Apple a plus ou moins réussi à le faire jusque-là, mais pour nous c'est beaucoup plus facile puisqu'on travaille seul et donc on n'a pas besoin de transmettre cette petite flamme, on peut la garder pour nous. Et je suis convaincu que les grandes œuvres sortent toujours de la tête d'un seul homme. Ça veut pas dire que le groupe ne sert pas, le groupe sert à amplifier les choses, mais je suis personnellement convaincu que ça vient d'une seule personne. Et la raison pour laquelle Apple est resté une marque à ce point iconique et à ce point caractérielle, c'est que Apple est issu, et les valeurs d'Apple et l'histoire d'Apple sont issus de la tête finalement d'un seul mec qui lui-même avait un caractère et une identité très forte. Et de la même façon, toi dans ton business, tu vois, tu peux faire comme Apple, c'est-à-dire que tu peux raconter ton histoire fondatrice et en tirer des grandes valeurs qui vont se retrouver dans ton produit, dans tes contenus, dans ta façon de communiquer, dans la façon aussi dont tu gères ton business. Évidemment, si on compare ça avec LG et que je te demande quelles sont les grandes valeurs d'LG, c'est assez compliqué de répondre. Disons que c'est un bon constructeur de téléphone, coréen, une grosse multinationale. On sait pas vraiment quelles sont leurs grandes valeurs et on les retrouve pas vraiment dans leurs produits, ils font à peu près la même chose que leurs concurrents. Ensuite, on a la communauté, et ça c'est important. C'est une vraie caractéristique que j'ai remarqué, c'est que Apple ne rejoint pas des points de rassemblement, comme on l'a dit, il va pas à des rassemblements, à des salons comme le CES ou le Mobile World Congress. Apple a toujours créé ses propres points de rassemblement. Alors pas toujours, mais depuis qu'elle peut se le permettre, Apple crée ses propres points de rassemblement, comme par exemple les keynotes, tu vois, où elle va présenter ses nouveaux produits, où elle va créer elle-même des événements aux dates qu'elle aura choisies, ou alors dans même ces boutiques qui sont les Apple Store, qui sont des boutiques où Apple contrôle tout, et où elle va créer des points de rassemblement dans ces endroits. Donc c'est un choix qu'a fait Apple de pas rejoindre des rassemblements, comme va le faire LG par exemple, en étant présente dans tous les salons, mais va créer ses propres points de rassemblement. C'est aussi quelque chose que tu peux faire à ton échelle en tant que créateur de contenu, et c'est même beaucoup plus facile, sachant qu'on a un outil qui est Internet qui permet de créer des points de rassemblement, même si t'es pas une marque connue mondialement.
Ensuite, on a l'aspect graphique. Alors évidemment, Apple, l'aspect graphique est extrêmement minimaliste, extrêmement épuré. Ils ont même pas vraiment de couleurs. On pourrait dire que les couleurs d'Apple, c'est des couleurs plutôt neutres. C'est le noir, le gris, le blanc. C'est des couleurs qu'on va retrouver à la fois sur les produits, mais aussi sur le site, sur l'identité graphique de la marque. On a un logo qui est iconique. C'est un logo pictural qui n'a pas de nom, qui n'a pas de police, de caractère. C'est simplement une pomme croquée. C'est un logo qui est le même depuis des dizaines d'années, qui résiste à l'épreuve du temps. Et on a bien sûr un souci du détail qu'on retrouve partout, aussi bien dans les produits que dans les interfaces graphiques, que dans le logiciel. Le souci du détail obsessionnel qui venait aussi finalement de Steve Jobs et qu'on retrouve dans Apple et qu'on va pas forcément retrouver chez LG, qui va plutôt sur ce terrain-là, sur le terrain graphique, suivre ses concurrents, reprendre des idées et qui a pas de réelle identité visuelle. C'est vrai que quand tu penses à LG, tu penses pas à une identité visuelle de fou, sachant que c'est pas évident pour eux vu qu'ils doivent coller leur logo à la fois sur des téléphones et sur des machines à laver. Ensuite, il y a le vocabulaire. Il y a le vocabulaire qui est utilisé par Apple et la meilleure chose que tu peux faire pour découvrir ce vocabulaire-là, c'est de regarder une vidéo de présentation de produits Apple, donc une vidéo officielle d'Apple, où tu as Johnny Ive qui parle, où tu as Johnny Ive qui présente, ou alors regarder les anciennes keynotes de Steve Jobs. Je trouve que les nouvelles keynotes, les nouvelles présentations de nouveaux produits Apple sur scène ont énormément perdu en magie. Vraiment, il y avait quelque chose de magique qu'on trouvait à l'époque de Steve Jobs. Je trouve que Tim Cook, qui est l'actuel PDG d'Apple, s'en sort beaucoup moins bien et il a pas forcément il a pas le même vocabulaire que pouvait avoir Steve Jobs et qui était vraiment magique. Mais ce vocabulaire, on le retrouve chez un mec qui a gardé la petite flamme, qui est Johnny Ive, qui est le designer des produits Apple. Et donc, on le retrouve dans ses vidéos de présentation de produits. Et donc je t'invite vraiment à les regarder parce que c'est assez intéressant et t'as un vocabulaire qui revient toujours, le vocabulaire un peu de la pureté. Souvent il y a les mots révolution, simplicité, puissance qui reviennent, un vocabulaire très simple, très minimaliste avec des phrases simples mais avec des mots qui sont puissants et qui sont justes pour décrire les produits. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi. Le vocabulaire d'LG on le connaît pas vraiment. Ensuite on a les produits. Alors on connaît tous un peu les choix d'Apple sur les produits, ils ont décidé de faire peu de produits, d'avoir une ligne qui est restreinte. D'ailleurs Steve Jobs avait cette phrase pour qualifier les produits d'Apple, il disait que tous les produits d'Apple devaient tenir sur une table, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons, mais si tu prends simplement les familles de produits, t'en as pas beaucoup et ils peuvent tenir sur une table. Et le choix d'Apple, ça a toujours été de faire peu de produits par rapport à la taille de l'entreprise, mais de faire des produits qui sont très soignés et qui auront beaucoup d'impact. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais c'est en tout cas le choix qui a été celui de Steve Jobs quand il est revenu chez Apple, alors qu'ils avaient 50 000 ordinateurs, c'était le gros bordel. Il est arrivé, il a dit ok, on va supprimer les 3/4 des produits, on va garder que l'essentiel. Et c'est ça qui a marqué le lancement d'Apple. Et aujourd'hui, presque tout le monde qui s'intéresse un petit peu aux nouvelles technologies est capable de dire combien de téléphones propose Apple, alors que peu de gens sont capables de dire combien de téléphones propose Samsung ou LG parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Voilà, LG c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire on fait un peu tout, c'est comme Samsung, on fait des téléphones, on fait des machines à laver, on fait des fours, on fait des frigos, et donc au bout d'un moment c'est un peu difficile de s'y retrouver, sachant qu'ils fournissent aussi des grosses marques en composants électroniques. Ensuite, alors évidemment c'est pas du tout le même process, LG c'est pas une marque américaine, c'est une marque coréenne, c'est pas du tout la même façon de travailler. Je suis pas en train de critiquer cette marque, je suis simplement en train de dire c'est sûrement une marque très bien qui vend des très bons produits. Je suis juste en train de dire que en termes d'image de marque, Apple est une marque iconique et LG ne l'est pas, et LG est remplaçable. C'est-à-dire que si LG demain s'arrête de faire des bons produits et que Samsung continue, en 3 ans LG n'existe plus et c'est Samsung qui aura pris le dessus. Si Apple s'arrête de faire de bons produits, il va être très critiqué, mais il y a des gens qui vont continuer à acheter les produits parce qu'ils ont une confiance dans la marque qui est surréaliste par rapport à ce qu'on peut avoir dans une autre marque. Ensuite, on a le positionnement tarifaire. Apple a décidé de faire du haut de gamme, donc faire des produits qui sont plus chers que la moyenne, de conserver ses marges coûte que coûte et malgré la concurrence qui est extrêmement féroce. Apple est quand même la seule entreprise dans la téléphonie qui s'autorise des marges de 30%, alors que la plupart des autres ont des marges de même pas 5%, parce que justement Apple peut se le permettre grâce à la force de sa marque et grâce à son identité. Et à côté, t'as LG qui fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font du milieu de gamme, ils essaient de s'adapter, ils essayent de réduire les coûts pour pouvoir rentrer. Et ça, c'est en fait un peu la leçon de tout ça, c'est que si tu as réussi à créer une marque qui est forte, avec une histoire fondatrice que les gens connaissent, qui est puissante, avec des grandes valeurs qui sont issues de cette histoire fondatrice et qui viennent d'une seule personne, avec une communauté qui va créer ses propres points de rassemblement et pas rejoindre des rassemblements créés par d'autres, avec un aspect graphique
qui est fort, avec un vocabulaire qui est unique, avec une ligne de produit qui est caractérielle, tu vas avoir l'autorisation de te positionner en tant que haut de gamme, tu vas pouvoir te permettre de vendre des produits plus chers ou de vendre à moins de personnes ou de faire du haut de gamme ou de faire du luxe. Tu vas pouvoir te le permettre parce qu'avant tu auras réussi à créer cette image de marque. Et évidemment on aurait pu prendre des exemples encore plus extrêmes comme les marques de luxe qui sont vraiment basées sur une image, sur un savoir-faire, sur une histoire, sur des valeurs qu'on retrouve vraiment dans l'histoire de la marque. C'est assez intéressant de s'intéresser d'ailleurs aux marques de luxe parce qu'il y a plein de choses, qu'on peut reprendre à notre compte et qu'on peut récupérer. Et justement, si les marques de luxe peuvent se positionner sur du haut de gamme et même devraient se positionner sur du haut de gamme parce que c'est ce qui va faire aussi leur valeur et leur valeur perçue, elles doivent d'abord travailler sur leur image de marque, sur les valeurs qu'ont la marque. Et évidemment, les valeurs d'une marque comme Cartier ont beaucoup plus d'importance pour leur vente que les valeurs d'une marque comme Carrefour où les gens viennent simplement parce que c'est pas loin et parce que c'est pas cher. Donc tout ça, ça aide Apple à être une marque qui a la longévité. Ça veut pas dire qu'Apple existera encore dans 30 ans, mais ça veut dire qu'Apple existe déjà depuis une cinquantaine d'années, 40-50 ans, et qui vont probablement continuer à exister pendant longtemps, si en tout cas ils arrivent à garder cette petite flamme qu'a donné Steve Jobs et qu'a rendu Steve Jobs quand il est revenu chez Apple, et qu'ils fassent pas la même connerie qu'avant, c'est-à-dire d'oublier un peu les vraies valeurs de la marque et de se mettre à faire comme tous les autres. Donc moi c'est pour ça que c'est une marque qui me fascine en fait, Apple. C'est pas seulement pour leurs produits, c'est pas seulement parce que j'aime utiliser leurs produits, c'est aussi parce que j'aime leur histoire, j'aime leurs valeurs, j'aime la façon dont ils sont construits. Je trouve qu'il y a énormément de talent derrière cette marque et je trouve qu'il y a beaucoup de conseils à prendre dans notre petite boîte à nous, dans les petits trucs qu'on fait, même au quotidien. Et moi, j'ai pris beaucoup de chez Apple pour ma marque et pour ce que j'ai fait. Et je pense que toi, ça peut t'aider aussi. Et je t'invite à aller écouter l'épisode précédent dans lequel on va beaucoup plus loin. Donc, c'est l'épisode qui te montre comment créer une marque qui vend. On rentre dans les détails. On va voir notamment, alors on va voir plein de choses. C'est un épisode qui est lié à une formation, même si tu prends pas la formation, ça peut être intéressant de suivre l'épisode. On va voir les secrets des marques iconiques que tu peux appliquer à ton business indépendant. On va voir justement comment apprendre à faire tout ça, comment apprendre à raconter ton histoire pour diffuser ton message, même si ton histoire est pas folle. On va apprendre comment construire une communauté de fans sans forcément s'appeler Justin Bieber ou Lady Gaga. On va voir comment faire la charte graphique de ta marque, comment faire un logo, les différents types de logos, les significations des couleurs. On va voir les outils pour créer un logo unique en quelques minutes, la solution si le design c'est vraiment pas ton truc. Je vais te montrer comment moi j'ai créé le logo de ma marque, le logo Maker par exemple. Je vais te raconter l'histoire un peu de ce logo là. Je vais t'expliquer comment faire si le vocabulaire que tu emploies a été sali ou a été trop utilisé par tes concurrents. Il y a des termes qui sont un peu trop utilisés par tout le monde que tu peux changer. On va voir enfin comment intégrer l'esprit de ta marque dans tes produits, surtout si c'est des formations, et on va voir comment tu vas pouvoir grâce à ça te positionner, vendre plus et vendre plus cher. Donc c'est vraiment une formation qui sera au service de ton business. Et si aujourd'hui tu as du mal à être différent, à être unique aux yeux de tes clients et à faire en sorte que les gens se souviennent de ta marque, c'est une formation qui va être très utile. Donc je t'invite simplement à aller écouter le podcast précédent, voir si ça t'intéresse. Et nous on se retrouve demain dans le prochain podcast. Donc à tout de suite dans le podcast d'hier, dans la formation, et à demain pour le prochain MakerCast.